Donc, bonjour, Roxane Mazouin, je suis interne en Beaux-Arts dans le service de la CHIR. Et donc, nous allons commencer un topo sur la metformine dans les soins intensifs. On va commencer par un petit cas clinique. C'est Monsieur O, 73 ans. J'ai un souci de... Non, j'ai un souci d'enregistrement. Fais le kaki que tu avais peut-être. Très bien. Un patient de réanimation admis pour un traumatisme crânien qui, au cours de son hospitalisation, développe une insulinorésistance et qui est mis sous metformine. La question que je vais vous poser, c'est si ce patient devait développer un sepsis, est-ce que vous arrêteriez ou continueriez la metformine? On l'arrête? Bon, on va répondre à ça pendant le topo. Donc, la metformine, c'est un médicament qui est utilisé depuis une soixantaine d'années avec des effets pharmacologiques qui sont assez connus sur le diabète de type 2. Donc c'est la seule molécule qui diminue l'insulinorésistance et c'est pour ça qu'elle ne crée pas d'hypoglycémie et qui agit sur l'augmentation de production de glucose. Donc ça, c'est les effets vraiment pour le diabète et elle a beaucoup d'autres mécanismes d'action en dehors du diabète, notamment donc, des effets anti-inflammatoires avec une action sur la suppression de la différenciation des monocytes en macrophages, la diminution de certaines cytokines pro-inflammatoires et de la proportion des polynucléaires neutrophiles dans le sang. On a également sur certaines études une action sur le tractus digestif, avec notamment une modification du microbiote intestinal et une augmentation de la sécrétion de GLP-1. Et enfin, et c'est les effets qui nous intéressent le plus, une action hépatique sur notamment la mitochondrie avec une inhibition d'un transporteur qu'on appelle le complexe 1, ce qui entraîne une diminution de la production de radicaux libres de l'oxygène et une augmentation du rapport AMP sur ATP. Cette même augmentation du rapport AMP sur ATP va être à l'origine de l'activation de l'AMPK, qui est une enzyme majeure dans les effets extra-glycémiques, on va dire, de la metformine, avec une diminution de la consommation de l'ATP, une augmentation de l'oxydation des acides gras et une augmentation des fonctions endothéliales, avec probablement une action sur la microvascularisation. Et enfin, toujours dans le foie, une inhibition de la glycérol-phosphate déshydrogénase, mitochondriale également. Je fais un petit focus sur cette glycérol-phosphate déshydrogénase, qui est en fait l'enzyme qui convertit le glycérol 3-phosphate en dihydroxyacétone phosphate pour la DHAP, donc la dihydroxyacétone phosphate. C'est une des enzymes impliquées dans la conversion du lactate en pyruvate pour la néoglucogénèse. Et donc, l'absence de DHAP va entraîner une diminution du lactate comme substrat de la néoglucogénèse et donc son augmentation dans le plasma. La metformine, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait 60 ans qu'elle est sur le marché. Elle a des effets extrêmement bien prouvés sur le diabète, avec notamment des critères intermédiaires qui ont été vus et revus dans divers essais cliniques,
par l'absence de prise de poids, la baisse de la glycémie à jeun de 3,3 à 4,4 mmol par litre et une attente de baisse de l'hémoglobine glyquée de 1 à 2%. Et on a aussi des critères cliniques d'action de la metformine avec une diminution des complications chez les diabétiques de type 2 de 32% chez les patients traités par metformine et de la mortalité toute cause confondue de 42% versus les patients qui ne sont pas traités par metformine. Tout ça, ça en fait l'antidiabétique oral de première intention, qui fait qu'elle est extrêmement utilisée et qu'on la rencontre en pratique courante assez régulièrement. Néanmoins, on a plusieurs complications qui nous font notamment très peur à nous réanimateurs. En premier lieu, les troubles gastro-intestinaux, diarrhée, nausées, vomissements, mais qui sont doses dépendants, qui peuvent être gérés en augmentant les doses de façon progressive à l'initiation ou en les diminuant si besoin. La dysbiose, c'est pareil, et une malabsorption de la vitamine B12, mais qui survient seulement après des années de traitement. La complication qui nous fait donc le plus peur en réanimation et qui fait qu'on est extrêmement frileux parfois vis-à-vis de la metformine, c'est donc l'acidose lactique, mais qui finalement est un effet indésirable extrêmement rare, avec 0,6 à 1% d'incidence en réanimation, qui survient quasiment exclusivement dans un cadre de mésusage, c'est-à-dire quand la metformine est continuée dans des situations, dans la situation d'insuffisance rénale aiguë, en fait, dans des contextes de déshydratation, de diarrhée, etc., avec une mortalité qui est quand même importante, qui est à 36% dans l'acidose lactique associée à la metformine. Une complication qui nous fait en plus peur parce qu'on n'a pas de traitement spécifique, c'est seulement des traitements de suppléance, donc l'épuration extra-rénale, les vasopresseurs et la ventilation mécanique. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait de la metformine en soins intensifs? Est-ce qu'il faut l'arrêter à chaque passage en réanimation ou est-ce qu'on peut se permettre de la continuer dans certaines situations? Donc, les recommandations actuelles, elles sont plutôt en faveur d'un arrêt dans la plupart des cas. Donc, c'est un arrêt de la metformine en cas de situation aiguë, un arrêt avant toute chirurgie majeure, qui permet de la continuer pour les chirurgies mineures, et un arrêt avant l'injection de produits de contraste avant scanner. Cependant, on assiste sur les dernières années à plusieurs études expérimentales et observationnelles qui montrent plusieurs bénéfices de la metformine et notamment une protection cardiovasculaire. Ça, c'est une étude observationnelle qui est monocentrique, rétrospective, qui a été faite pendant 9 ans, donc de janvier à décembre 2019, dans laquelle ils ont inclus 340 patients diabétiques de type 2 ayant fait un arrêt cardio-respiratoire. Ce qu'ils regardaient, c'est est-ce que les patients étaient exposés à la metformine ou pas à ce moment-là. Et ils ont pris comme critère de jugement principaux la hausse de la créatinine, le pic de créatinine à 24 heures et le pic de troponine à 24 heures, dans le but de comprendre si oui ou non ça pouvait être protecteur vis-à-vis d'une dysfonction cardiaque ou rénale. Et donc, ce qu'on voit sur les 340 patients qu'ils ont inclus, c'est que chez les patients donc, ayant reçu de la metformine, on n'avait absolument pas d'augmentation de la créatinine, donc pas d'agression rénale, et même
côté protecteur et pareil sur la troponine. Ça a été aussi étudié dans d'autres contextes, et celui-là, je pense qu'il est un de ceux qui nous intéresse le plus à nous, qui est le sepsis, situation dans laquelle on arrête dans 100% des cas, quasiment 99% des cas, la metformine. Je vous ai pris encore un exemple d'une étude observationnelle. Cette fois-ci qui est multicentrique, qui a été faite sur 6 ans aux États-Unis aussi, où globalement ils ont inclus les patients diabétiques de type 2 qui présentaient un sepsis en soins intensifs. Ils ont screené donc, une assez grande population, c'est tous les patients qui sont passés en réanimation à ce moment-là, donc 165 000, parmi lesquels en fait il y avait 9% qui étaient à la fois de diabète de type 2 et qui avaient un sepsis. Et dans cette population-là, il y en avait seulement 4,6% qui avaient été exposés à la metformine. Dans cette étude, l'exposition à la metformine, c'est qu'ils ont reçu au moins une dose de metformine pendant leur hospitalisation en réanimation. Donc l'hypothèse, c'était que l'exposition à la metformine chez les patients diabétiques de type 2 avec sepsis pouvait réduire le risque d'insuffisance rénale aiguë et la mortalité à 90 jours, en prenant comme critère principal la mortalité à 90 jours. Et donc on voit là sur la courbe de survie de gauche que effectivement les patients sous metformine, donc c'est le trait noir, ont une mortalité à 90 jours qui est moins importante que ceux qui n'ont pas eu de metformine. Et à droite, c'est l'incidence cumulative d'insuffisance rénale aiguë avec, pareil, le trait noir c'est la metformine et moins de patients diabétiques de type 2 ayant été exposés à la metformine qui font une insuffisance rénale aiguë. C'est toujours la même étude. Ils ont ensuite stratifié en sous-groupes qui sont assez intéressants parce qu'ils ont stratifié en fonction des lactates, justement. Et ils ont pris, donc, selon le taux de lactate maximal que présentaient les patients pendant leur sepsis. Et en fait, on voit que dans le groupe avec une hyperlactatémie qui est assez importante, donc de 2,6 à 30, il y a toujours cet effet protecteur de la metformine vis-à-vis de la mortalité à 90 jours. En conclusion, ce qu'on peut tirer un petit peu de ces études qui sont certes expérimentales, mais c'est que déjà, a priori, on pourrait plutôt utiliser la metformine en réanimation en ne diabolisant pas l'acidose lactique qui finalement est très rare et se fait dans des situations de mésusage, c'est-à-dire si on ne l'arrête pas en insuffisance rénale aiguë. Ça reste des études observationnelles, donc avec une nécessité d'essais randomisés pour pouvoir extrapoler un peu ces résultats. Et potentiellement sur les études de protection cardiovasculaire ou de metformine dans le sepsis, on pourrait l'extrapoler aux patients non diabétiques. Voilà, et c'est une dernière chose pour vous dire juste qu'effectivement, il y a d'autres études observationnelles qui sont en cours ou qui datent des dernières années, où en fait, ils commencent à s'en servir sur diverses pathologies qui sont chez les non-diabétiques de type 2.